Ma sœur m'a effacé des registres de notre famille. J'ai été déclaré jamais né dans ma propre maison. Mon père m'a détesté après le mensonge de ma sœur. Mais plus tard, quand je suis revenu avec un document juridique qui a fait s'effondrer toute sa vie. La plupart des gens pensent que la pire chose qu'une famille puisse faire est de vous renier. Ils ont tort. Le reniement est bruyant. Il implique des disputes, des portes qui claquent et des voix qui s'élèvent. Au moins, il reconnaît que vous avez existé. La pire chose qu'une famille puisse faire est de vous effacer. L'effacement est silencieux. C'est la suppression lente de votre nom, la réécriture de l'histoire jusqu'à ce que votre vérité devienne un mensonge. Mon père m'a effacé sans hésitation, échangeant sa fille contre une fiction commode. Mais ce que les gens comme lui ne comprennent jamais, c'est ceci: quand vous prenez tout à quelqu'un, vous lui enlevez aussi sa raison de garder le silence. J'ai été effacé, mais je n'ai jamais cessé de me battre. Je m'appelle Alyssa Morgan. J'ai 28 ans. Avant que tout ne s'effondre, ma vie semblait normale. Je travaillais dans l'entreprise de mon père en tant que directrice adjointe. Je n'étais pas riche, mais j'étais stable. J'avais une routine, un petit appartement que j'aimais et, surtout, j'avais ma famille près de moi. Travailler pour son père s'accompagne d'une pression unique. On n'est jamais seulement une employée ou seulement une fille. On doit être parfaite dans les deux rôles. J'ai travaillé dur. Je m'occupais des rapports, des réunions et des opérations quotidiennes sans me plaindre. J'arrivais tôt et je restais tard parce que je voulais mériter ma place. Je voulais que mon père voie ma compétence, pas mon nom de famille. Je lui faisais entièrement confiance. Il était strict, mais je le croyais juste. J'avais tort. Puis il y avait ma sœur, Nathalie. Si j'étais la fondation, elle était le vitrail que tout le monde admirait. Elle était charmante, confiante et captivante sans effort. Les gens lui faisaient confiance instantanément. Je pensais que c'était sa force. Je n'aurais jamais imaginé que cela deviendrait ma faiblesse. Nathalie ne travaillait pas officiellement dans l'entreprise, mais elle était toujours dans les parages, rendant visite, parlant aux employés, observant discrètement les réunions. Lentement, elle a commencé à s'immiscer dans les affaires de l'entreprise, offrant des suggestions ici et là. À l'époque, je ne me suis pas posé de questions. C'était ma sœur. Pourquoi l'aurais-je fait? Mais parfois, je la surprenais en train de me regarder. Je levais les yeux de mon bureau et la trouvais debout dans l'embrasure de la porte, souriant d'une manière qui semblait calculée, comme si elle savait déjà quelque chose que j'ignorais. Je l'ai ignoré. Je me suis dit que je réfléchissais trop. On nous apprend à ignorer nos instincts pour préserver la paix. J'ai cessé d'ignorer cela le jour où mon père a convoqué une réunion d'urgence. C'était un mardi matin ordinaire. J'examinais un contrat lorsque sa secrétaire a appelé, la voix froide et formelle. Alyssa, votre père a besoin de vous dans la salle de conférence immédiatement. J'ai marché dans le couloir, inconsciente que je me dirigeais vers ma propre exécution. Quand je suis entré, l'atmosphère semblait étrange. Mon père était assis en bout de table, son visage indéchiffrable. Il ne me regardait pas comme sa fille. Il me regardait comme une étrangère. Et à côté de lui était assise Nathalie, calme, posée, affichant un léger sourire comme si elle savait déjà comment cela se terminerait. La porte s'est refermée derrière moi. Le silence était suffocant. Finalement, mon père a parlé. Sa voix était froide, formelle, inconnue. Alyssa, a-t-il dit, nous devons parler de quelque chose de très important. J'ai hoché lentement la tête, ma prise se resserrant sur mon carnet. Il n'a pas répondu tout de suite. Il ne s'est pas adouci. Au lieu de cela, il a tendu la main et a poussé un épais dossier en manille sur le bois poli de la table. Il s'est arrêté juste devant moi. Lisa, a-t-il dit. J'ai ouvert le dossier. Mon cœur n'a pas seulement sombré. Il a chuté. C'était comme si le sol de la salle de conférence avait disparu. À l'intérieur se trouvaient des relevés bancaires imprimés, des rapports de transactions internes et des captures d'écran numériques, des pages et des pages. J'ai parcouru les lignes surlignées. Toutes montraient des montants énormes et non autorisés d'argent transférés des comptes de réserve de l'entreprise vers des holdings offshore intraçables. On parlait de centaines de milliers de dollars. Et là, à côté de chaque horodatage d'approbation, à côté de chaque numéro de routage,
il y avait mon nom, autorisé par Alyssa Morgan. Le sang m'est monté aux oreilles, un son fort et rugissant. J'ai immédiatement secoué la tête, repoussant le dossier. Ce n'est pas moi, ai-je dit, ma voix montant dans la panique. Je n'ai rien fait de tout ça. Nathalie a soupiré. C'était un son doux et tragique. Elle m'a regardé avec une expression de profonde déception fabriquée. Alyssa, a-t-elle dit doucement, sa voix dégoulinant d'une fausse empathie. Pourquoi mens-tu? Ces registres sont très clairs. Je me suis tourné vers elle. L'air dans la salle de conférence est soudainement devenu très mince. C'est toi qui as fait ça, ai-je dit. Nathalie n'a pas sourcillé. Son expression est restée un portrait parfait et imperturbable de confusion. Excusez-moi, a-t-elle murmuré, semblant sincèrement blessée. C'est toi qui as monté ça, ai-je dit, ma voix s'élevant. J'ai tapoté le dossier avec mon index. Je ne sais pas comment tu as obtenu ces numéros de routage ou comment tu as fabriqué ces horodatages, mais c'est un faux. Mon père a levé la main. Ce seul mot a frappé plus fort que l'accusation elle-même. C'était le marteau qui s'abattait. Je me suis figé. J'ai regardé l'homme qui m'avait appris à faire du vélo, l'homme qui m'avait appris à lire un bilan, l'homme que j'avais passé toute ma vie d'adulte à essayer d'impressionner. Il m'a regardé avec un épuisement entièrement mêlé de déception. Je t'ai fait confiance, Alyssa, a-t-il dit. Sa voix n'était pas forte. Elle était lourde. Je t'ai donné des responsabilités dans mon entreprise, et voilà ce que tu fais. Tu siphonnes des fonds vers des comptes offshore tout en me souriant lors du dîner du dimanche. Je n'ai rien fait, ai-je dit, ma voix tremblant maintenant. La panique commençait à monter, une eau froide remplissant mes poumons. Papa, s'il te plaît, regarde les adresses IP. Regarde les pistes d'autorisation. Vérifie juste correctement. Je suis directrice adjointe. Je n'ai même pas l'habilitation pour autoriser un transfert de cette taille sans une signature secondaire. Mais il n'écoutait pas. Les gens qui ont déjà décidé que vous êtes coupable n'écoutent pas vos calculs. Ils n'écoutent que leur propre récit. Nathalie s'est penchée plus près de lui. Elle a posé une main douce et réconfortante sur son bras et a parlé doucement. Je n'ai pas pu tout entendre ce qu'elle a dit, mais la conception acoustique d'une salle de conférence en acajou est une chose amusante. J'ai saisi les mots qu'elle voulait que je saisisse, risque, entreprise, réputation, problème juridique. Mon père a fermé lentement le dossier. Il a laissé échapper un long soupir rauque. Quand il m'a regardé de nouveau, la déception s'était durcie en béton. Je ne veux pas que cela soit enquêté davantage, a-t-il dit d'un ton sec. Si nous faisons appel à des auditeurs externes ou à la police, le conseil d'administration paniquera. L'action de l'entreprise en prendra un coup. Nous allons gérer cela en interne. Mon souffle s'est arrêté. Tu te retireras de l'entreprise immédiatement, a-t-il poursuivi, parlant complètement par-dessus moi. Non, ai-je dit rapidement, en me levant de ma chaise. Ce n'est pas juste. Vous ne pouvez pas simplement. J'ai dit assez. Sa voix a résonné contre les murs de verre. Le silence a rempli la pièce. Le genre de silence qui résonne dans vos oreilles. Nathalie ne me regardait même plus. Elle fixait le bois poli de la table et je pouvais voir le plus léger tremblement au coin de sa bouche. Elle cachait un sourire. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé quelque chose de terrifiant. Ce n'était pas une discussion. Ce n'était pas une enquête. C'était une décision qui avait été prise bien avant que je n'entre par cette lourde porte en verre, et j'étais la seule personne dans la pièce à ne pas savoir que cela allait arriver. Mon père s'est levé. Il a boutonné sa veste de costume. Tu es suspendu de toutes tes fonctions, avec effet immédiat. Laisse ton badge de sécurité et ton téléphone d'entreprise sur le bureau. J'ai senti mes jambes faiblir, les bords de ma vision se brouiller. Mais je suis ta fille, ai-je murmuré. Il n'a pas répondu. Il ne m'a même pas regardé. Il s'est simplement détourné et s'est dirigé vers la fenêtre, me tournant le dos. Nathalie s'est finalement levée aussi. Elle a lissé son pull en cachemire. Elle est passée devant moi, se dirigeant vers la porte, mais elle s'est arrêtée à côté de moi juste une seconde. Elle s'est penchée, son parfum sentant le jasmin et les choix coûteux. Seul moi pouvais entendre sa voix. Je te l'avais dit, a-t-elle chuchoté, son ton léger et conversationnel.
tu aurais dû rester invisible. Puis elle est sortie. La porte en verre s'est refermée derrière elle. Et juste comme ça, ma vie au sein de cette famille a commencé à disparaître en temps réel. Si vous regardez ceci et que vous avez déjà été la personne assise dans une pièce à regarder un mensonge devenir la vérité pendant que personne n'écoute vos faits, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous. Vous n'êtes pas seul. Dites-moi dans les commentaires ce que votre famille a refusé d'entendre. Nous construisons une communauté de personnes qui refusent d'être réduites au silence. Après cette réunion, tout est allé très vite. Trop vite pour que je puisse même traiter l'information. Quand on perd un emploi, on reçoit généralement une boîte en carton et un adieu gêné des ressources humaines. Quand on est effacé par son propre sang, l'efficacité est stupéfiante. Le lendemain matin, poussé par un instinct désespéré de prouver mon innocence, je me suis rendu au bureau. Je me suis approché des tourniquets en verre dans le hall. J'ai passé ma carte d'accès. La lumière a clignoté en rouge. Je l'ai passée à nouveau. Rouge. Le gardien de sécurité, un homme nommé Stan, à qui j'avais apporté un café chaque vendredi matin pendant 3 ans, est sorti de derrière son bureau. Il n'a pas croisé mon regard. Il a regardé mon épaule. Je suis désolé, mademoiselle Morgan, a dit Stan doucement. Vos accréditations ont été désactivées. On m'a ordonné de ne pas vous laisser monter. Cela semblait irréel. C'était comme si je me tenais à l'extérieur de mon propre corps, regardant la vie de quelqu'un d'autre s'effondrer sur une caméra de sécurité. Je suis retourné à ma voiture dans l'air froid de novembre. Je me suis assise sur le siège du conducteur et j'ai appelé mon père. Ça a sonné 4 fois avant de tomber sur la messagerie vocale. J'ai rappelé. Messagerie vocale. Puis j'ai appelé Nathalie. Elle a décroché à la 2e sonnerie. Le bruit de fond ressemblait à celui d'un café. Alissa, a-t-elle dit calmement, comme si j'étais une télévendeuse interrompant sa routine matinale. Je pense que tu devrais arrêter d'appeler. Mes mains se sont crispées autour de mon téléphone. Mes jointures étaient entièrement blanches. Nathalie, dis-moi ce que tu as fait. Tu sais que c'est un faux. Tu sais que je n'ai pas touché à cet argent. Il y eut une petite pause. Puis elle a ri doucement. Pas un rire de méchant théâtral et bruyant, juste un petit rire doux et amusé. Le genre de rire que l'on fait à un enfant qui croit encore à la petite souris. Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas, a-t-elle dit. Ma gorge s'est asséchée. Comprendre quoi? Que personne ne te choisira jamais à ma place. Elle a mis fin à l'appel. Pas d'explication, pas d'émotion, juste un clic puis un silence de mort. C'est à ce moment précis que quelque chose en moi a changé. J'ai arrêté d'attendre qu'ils arrangent les choses. J'ai cessé d'être la fille, espérant le pardon de son père pour un crime qu'elle n'avait pas commis. Je suis rentré chez moi ce soir-là. Mon petit appartement calme semblait être un endroit différent de ce qu'il était 24 heures plus tôt. Sur mon comptoir de cuisine, bien rangé à côté de mon courrier, se trouvait une épaisse enveloppe légalisée. Elle avait été livrée par un coursier. Je l'ai ouverte. Mes mains tremblaient. À l'intérieur se trouvait une pile de documents juridiques. La signature de mon père était au bas de la première page, exécutée à l'encre bleue. Le document déclarait que j'étais officiellement démise de toutes mes responsabilités dans l'entreprise. Il déclarait que mon accès au trust familial et à tous les comptes financiers conjoints était résilié immédiatement. Mais ce n'était pas la partie qui m'a fait m'asseoir sur le parquet. J'ai tourné à la 3e page. C'était une copie d'une pétition légale déposée auprès du comté, une demande de mise à jour du registre familial. J'ai lu la dernière ligne encore et encore. Les mots dansaient sur la page, mais l'encre ne changeait pas. Retrait du membre de la famille à charge Alissa Morgan. J'ai murmuré mon propre nom dans la pièce vide. Alissa Morgan. Je l'ai dit à voix haute juste pour confirmer que j'existais encore, car la vérité était incroyablement simple et incroyablement brutale. À leurs yeux, je n'existais pas. Je suis resté assise sur le sol cette nuit-là pendant longtemps. Le soleil s'est couché, transformant mon appartement en une boîte d'ombre. Aucun appel n'est venu, aucun message texte. Personne n'a vérifié si j'allais bien. Pour mon père, pour ma sœur, j'avais déjà été effacé avec succès. Mais ce que les gens qui vous effacent ne semblent jamais comprendre, c'est ceci.
Effacer quelqu'un ne signifie pas qu'il disparaît. Parfois, cela signifie simplement qu'il est enfin libéré de l'obligation de protéger vos secrets. Parfois, effacer une personne silencieuse est la plus grosse erreur que vous puissiez commettre. Car lorsque vous enlevez le travail, le titre familial et l'héritage, vous laissez cette personne sans absolument rien à perdre. Et une femme qui n'a rien à perdre est une chose très dangereuse pour une famille construite sur des mensonges. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis juste resté assise sur le sol à regarder ce document juridique jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. Mon nom avait été réduit à une ligne qui pouvait être supprimée d'une signature. Mais alors que le soleil commençait à se lever, peignant les murs de mon appartement d'une lumière pâle et froide, le chagrin a commencé à s'évaporer. Et ce qui restait en dessous, c'était des calculs. J'avais besoin de réponses, pas de mon père, pas de Nathalie. J'avais besoin de réponses du système qu'ils avaient utilisé contre moi. Laissez-moi vous parler du matin après que votre famille vous ait effacé. Ça ne ressemble pas à un film. Vous ne vous réveillez pas avec un plan brillant et finalisé pour la justice. Vous vous réveillez, vous vous faites une tasse de café, et vous réalisez que le silence dans votre appartement est la chose la plus bruyante que vous ayez jamais entendue. Quand les personnes qui sont censées vous protéger décident de vous détruire à la place, le monde semble complètement dépourvu de gravité. Vous devez réapprendre à marcher. Mais il y a un étrange avantage à être effacé, lorsque vous n'existez plus dans leur système, vous n'êtes plus lié par leurs règles. C'était un mercredi matin. Le ciel au-dessus de la ville était d'un gris plat et pâle. Je me suis habillé avec soin. Je n'ai pas porté de tailleur. Je n'étais plus directrice adjointe, mais j'ai porté une chemise impeccable et un manteau ajusté. Je voulais avoir l'air d'une femme qui s'attend à obtenir des réponses. J'ai pris la copie du dossier que mon père avait poussé sur la table en acajou, celui avec les prétendus transferts offshore, et je me suis rendu à l'agence du centre-ville de la banque indiquée sur l'entête. Les banques sont construites pour être intimidantes. Elles ont de hauts plafonds, des sols en marbre et des espaces calmes qui vous donnent l'impression que vous devriez chuchoter. Je n'ai pas chuchoté. J'ai demandé à voir le directeur de l'agence. J'ai attendu 20 minutes dans un bureau aux parois de verre. Le directeur était un homme d'une quarantaine d'années avec une cravate très soignée et les yeux épuisés de quelqu'un qui gère les paniques des autres toute la journée. Je me suis assise en face de lui et j'ai glissé la copie du document bancaire sur son bureau. Il l'a regardé. Puis il m'a regardé. Il a immédiatement semblé mal à l'aise. Je suis désolé. Je ne peux pas partager de documents internes sans autorisation. Je comprends, ai-je dit en gardant ma voix parfaitement égale. Mais j'ai juste besoin que vous confirmiez une chose. Il a hésité. Le silence dans son bureau était épais, rompu seulement par le doux bourdonnement de la climatisation. Qu'est-ce que c'est ? J'ai tapoté le papier. Je ne lui ai pas demandé de vérifier les montants, les numéros de routage ou ma signature falsifiée. Je lui ai demandé de vérifier la structure même du mensonge. Ses yeux l'ont parcouru lentement. J'ai observé son visage. J'ai observé la façon dont son front s'est plissé. La façon dont ses yeux sont retournés vers le coin supérieur gauche, puis vers le pied de page. Puis son expression a changé. Ce petit changement m'a tout dit avant même qu'il ne parle. Ce n'est pas notre format officiel, a-t-il dit doucement. Mon cœur a raté un battement. C'était une sensation physique, une chute soudaine et brutale dans ma poitrine. Je me suis penché en avant. Donc c'est un faux. Il a baissé la voix, jetant un coup d'œil au mur de verre de son bureau, même si personne ne nous regardait. Ce document n'a jamais été émis par notre banque. Je l'ai remercié. J'ai repris le papier. Je suis sorti de la banque. Dehors, le soleil semblait trop brillant, comme s'il ne correspondait pas à ce que je venais d'apprendre. Le bruit du trafic de la ville est revenu dans mes oreilles. Mais dans ma tête, tout était complètement, terrifiquement silencieux. Ma sœur ne s'était pas contentée de m'accuser. Elle avait tout construit pièce par pièce. Elle n'avait pas simplement exagéré une erreur. Elle n'avait pas simplement mal compris une transaction. Elle s'était assise devant un ordinateur, avait fabriqué un en-tête de banque, inventé des numéros de routage, tapé mon nom et imprimé un mensonge conçu spécifiquement pour mettre fin à ma vie dans cette entreprise. Et pour la première fois depuis le début de cette histoire, j'ai ressenti quelque chose de nouveau en moi. Pas de la peur, pas de la confusion, mais de la clarté. Si cela était planifié,
alors il y avait une raison derrière, et j'allais la trouver. J'ai passé les jours suivants à creuser plus profondément. Je n'ai parlé à personne, pas même à des amis. Je ne pouvais pas risquer que cela parvienne à nouveau à mon père ou à Nathalie. Quand on chasse un prédateur, on ne fait pas craquer de brindilles dans la forêt. On se déplace en silence. J'ai commencé par quelque chose de simple, les registres de l'entreprise. Quand ils vous suspendent, ils désactivent votre carte clé et ferment votre email principal. Mais les services informatiques des entreprises familiales de taille moyenne sont rarement aussi minutieux qu'ils le pensent. J'avais été la directrice adjointe. Je connaissais les portes dérobées. Je connaissais les serveurs hérités qui n'avaient pas été mis à jour depuis 3 ans. Tard dans la nuit, j'ai utilisé mon ancien accès de connexion qui n'avait pas encore été complètement fermé. La lueur de l'écran de mon ordinateur portable était la seule lumière dans mon appartement sombre. Je savais que je n'avais pas beaucoup de temps. Je ne sais pas comment il était encore actif, mais il fonctionnait quelques minutes à la fois. C'était suffisant. Je n'ai pas regardé les registres financiers. Nathalie était trop intelligente pour y laisser un désordre. J'ai regardé les journaux d'accès administratif, les empreintes numériques de qui a changé quoi et quand, et ce que j'ai trouvé a tout changé. Des modifications internes avaient été apportées au système de l'entreprise juste 2 semaines avant l'accusation. Mon niveau d'accès avait été discrètement réduit. Pas supprimé, réduit. J'ai fixé l'écran, la lumière bleu pâle se reflétant dans mes yeux, mon cœur battant contre mes côtes. Ce n'était pas une décision émotionnelle. C'était une stratégie. Nathalie n'avait pas découvert une fraude et y avait réagi. Elle avait préparé le terrain. Elle avait discrètement abaissé mes autorisations administratives 2 semaines avant la réunion d'urgence pour que, le moment venu, je n'ai pas l'autorité numérique pour geler les comptes ou la bloquer. Elle avait construit la cage, m'avait fait entrer et avait verrouillé la porte avant même que je sache que j'étais dans une cage. J'ai imprimé ce que j'ai pu et je suis parti immédiatement, fermant l'ordinateur portable juste au moment où la connexion a expiré. Si vous regardez ceci et que vous avez déjà découvert le moment exact où quelqu'un que vous aimiez a planifié votre chute, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous. Vous connaissez le frisson dont je parle. Laissez un commentaire et dites-moi ce que vous avez trouvé lorsque vous avez finalement examiné les preuves. Votre place est ici, avec les gens qui font attention. Le lendemain, j'ai rencontré quelqu'un d'inattendu, un ancien comptable de l'entreprise de mon père. C'était un homme d'une 60aine d'années qui portait toujours des cardigans gris et gardait un bocal de bonbons à la menthe sur son bureau. Il était gentil avec moi quand j'étais plus jeune. Je l'ai appelé d'un numéro masqué et lui ai demandé de me retrouver dans un restaurant tranquille en périphérie de la ville, loin du bureau de l'entreprise. Quand il est arrivé, il avait l'air plus vieux que dans mon souvenir. Il s'est assis en face de moi dans la banquette en vinyle, commandant un café noir. Je lui ai montré les documents, les faux relevés bancaires et les journaux d'accès imprimés montrant mes autorisations réduites. Il a immédiatement semblé nerveux. Il n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil à la porte du restaurant, craignant de savoir qui pourrait entrer. « Alissa, pourquoi es-tu impliquée dans tout ça ?» a-t-il demandé. « J'ai juste besoin de la vérité, » ai-je dit. Il a soupiré profondément et s'est penché plus près. L'odeur de café de restaurant et de vieux papier flottait entre nous. Puis il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Ta sœur ne s'est pas contentée de t'accuser, elle t'a remplacé. » Je me suis figé. Le restaurant autour de moi s'est estompé en bruit de fond. « Que veux-tu dire par remplacer ?» Il a regardé autour de lui avant de continuer. Avant l'affaire de fraude, elle a commencé à prendre lentement le contrôle des approbations internes. Ton père était occupé, alors elle s'est d'abord occupée de petites décisions, puis de plus grandes. Ma gorge s'est asséchée. Et moi? Il a hésité. Il a baissé les yeux sur sa tasse de café, passant un doigt le long du bord, puis l'a finalement dit. Tu étais la seule personne qui avait une autorité légale égale à la sienne. Si ton père se retirait ou était influencé. J'ai senti mes mains devenir froides. Ça veut dire, ai-je murmuré. Il a hoché lentement la tête. Elle avait besoin que tu sois retiré du système. Pas seulement licencié, effacé. Tout est soudainement devenu clair. Les faux documents, l'accusation, le silence de mon père. Ce n'était pas aléatoire. C'était un retrait. Un retrait systématique. Mon père vieillissait. Il devenait fatigué.
Nathalie ne voulait pas seulement un poste dans l'entreprise. Elle voulait tout le conseil d'administration. Elle voulait le contrôle absolu. Mais tant que j'étais là, la fille fiable, la directrice adjointe qui connaissait chaque fournisseur et chaque feuille de calcul, j'étais un obstacle juridique. J'avais des actions. J'avais de l'autorité. Je suis sorti de ce bureau avec l'impression que le sol sous mes pieds n'était plus stable. Mais quelque chose en moi n'était plus brisé. C'était éveillé. Si Nathalie voulait que je sois effacé, alors elle n'avait pas seulement pris mon travail. Elle avait déclaré la guerre à mon identité. Et j'en avais fini de fuir. Ce soir-là, je ne suis pas rentré tout de suite. Je suis resté dehors longtemps, assise dans ma voiture, le moteur éteint, à réfléchir. Les lampadaires projetaient de longues ombres ambrées sur le tableau de bord. Tout ce que j'avais appris se répétait dans mon esprit. Elle avait besoin que tu sois retiré du système. Cette phrase ne me quittait pas. Elle résonnait dans la voiture sombre. Ce n'était plus seulement un conflit familial. C'était une question de contrôle, de pouvoir, de propriété. Et je faisais partie de quelque chose de bien plus grand que je ne le comprenais auparavant. Pour la première fois, j'ai cessé de penser comme une fille. J'ai cessé d'espérer que mon père appellerait pour s'excuser. J'ai cessé de souhaiter que ma sœur développe soudainement une conscience. J'ai commencé à penser comme quelqu'un qui avait besoin de preuves. De vraies preuves, pas des suppositions, pas des émotions. Le lendemain matin, j'ai pris une décision. J'ai contacté un avocat. Pas un avocat de la famille. Un avocat spécialisé en fraude d'entreprise, car je ne me battais plus pour des excuses. Je me battais pour ma vie. Laissez-moi vous dire quelque chose sur les avocats spécialisés en fraude d'entreprise. Ils sont très différents des avocats de la famille. Les avocats de la famille veulent savoir comment vous vous sentez. Ils veulent connaître l'histoire, les disputes, les dommages émotionnels. Les avocats spécialisés en fraude d'entreprise ne se soucient pas de votre cœur brisé. Ils se soucient des horodatage. Ils se soucient des adresses IP. Ils se soucient du moment exact où un mensonge a été mis par écrit. L'avocat que j'ai engagé s'appelait Monsieur Vance. Il avait un bureau tranquille au 14e étage, un bureau complètement dégagé de tout désordre et les yeux vifs et épuisés d'un homme qui passait sa vie à regarder les choses laides que les gens se font les uns aux autres pour de l'argent. Je me suis assise en face de lui et j'ai posé mes documents sur son bureau, les faux en tête de banque, les journaux d'accès informatique montrant la réduction de mes autorisations, la déclaration sous serment que j'avais convaincu l'ancien comptable de signer. Monsieur Vance n'a pas dit un mot pendant 20 minutes. Il a juste lu. Il tournait les pages lentement, passant parfois son stylo sous une ligne de texte. Le silence dans son bureau était épais, rompu seulement par le tic-tac d'une lourde horloge sur le mur. Finalement, il a fermé le dossier. Il a enlevé ses lunettes et m'a regardé. Si ce que vous dites est correct et que ces journaux tiennent la route, a-t-il dit, sa voix entièrement plate et professionnelle, votre sœur ne s'est pas contentée de vous piéger. Elle a tenté de supprimer légalement votre droit à l'entreprise. Il s'est penché en avant, entrelaçant ses doigts. Ce n'était pas une panique soudaine pour couvrir une erreur. C'était une exécution juridique calculée. J'ai hoché lentement la tête. Les mots semblaient lourds dans la pièce. Alors, que dois-je faire ? Il m'a regardé directement. Il n'a pas offert d'option facile. Vous rendez l'affaire publique, légalement. La voie judiciaire. Exposition complète. Plus de gestion privée. Nous déposons une injonction. Nous assignons à comparaître les véritables relevés bancaires et nous obligeons à verser les données internes des serveurs de l'entreprise au dossier public. Pendant une seconde, je n'ai pas répondu. Tribunal. Ce mot est une chose terrifiante lorsqu'il implique votre propre sang. Les familles détestent les salles d'audience parce que les salles d'audience ne gardent pas de secret. Une salle d'audience est un endroit où le mythe privé d'une famille heureuse est traîné sous la lumière fluorescente et disséqué par des étrangers. Une fois que vous y allez, il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a plus de dîner du dimanche. Il n'y a plus de vacances polies. Vous brûlez le pont et vous salez la terre en dessous. Mais ensuite, je me suis souvenu de la salle de réunion. Je me suis souvenu de la froideur sur le visage de mon père. Je me suis souvenu de la lourde porte en verre qui se refermait. Je me suis souvenu de Nathalie se penchant, sentant le jasmin, et chuchotant, tu aurais dû rester invisible.
Et j'ai réalisé quelque chose de très simple. J'avais déjà été effacé une fois. Ils avaient déjà brûlé le pont. Je me tenais juste dans les cendres. Il n'y avait absolument plus rien à perdre. J'ai regardé Monsieur Vance. Mes mains ne tremblaient pas. Alors, préparez tout, ai-je dit. Il a hoché la tête une fois. C'est à ce moment précis que j'ai cessé d'être la personne qu'ils avaient chassée et que j'ai commencé à devenir la personne qui reviendrait. Si vous regardez ceci et que vous avez déjà dû prendre le chemin le plus difficile parce que le chemin facile exigeait que vous acceptiez un mensonge, cliquez sur le bouton s'abonner. Laissez un commentaire et parlez-moi du jour où vous avez décidé d'arrêter de protéger les gens qui vous ont fait du mal. Votre place est ici. Nous sommes une communauté de personnes qui refusent de se taire. Le jour de l'audience est arrivé plus vite que je ne l'avais prévu. Je n'ai pas beaucoup dormi la nuit précédente, non pas parce que j'avais peur, mais parce que l'anticipation de dire enfin la vérité après avoir été étouffé par un mensonge, c'est comme retenir sa respiration sous l'eau en regardant la surface. Je me suis réveillé à 5h30 du matin. Je n'ai pas porté de tailleur. Je n'ai rien porté qui me fasse ressembler à la directrice adjointe d'une entreprise pour laquelle je ne travaillais plus. J'ai porté les vêtements les plus simples que je possédais. Une robe noire propre et bien coupée et des chaussures plates, sans titre d'entreprise, sans protection de nom de famille, sans armure, juste moi, Alyssa Morgan, 28 ans. Quand je suis entré dans la salle d'audience, l'air semblait lourd, sentant légèrement le vernis au citron et le vieux bois. Les bancs en bois étaient durs et impitoyables. De l'autre côté de la salle, à la table du conseil adverse, je les ai vus. Mon père était assis raidement sur sa chaise. Il portait son meilleur costume bleu marine, mais il avait l'air plus vieux qu'il y a un mois. Ses épaules étaient tendues. Il gardait les yeux fixés droit devant, évitant activement de regarder dans ma direction. Et juste à côté de lui se trouvait Nathalie. Elle avait l'air complètement calme, presque confiante. Elle portait un blazer beige impeccable, ses cheveux parfaitement coiffés. Elle se penchait, chuchotant quelque chose à son avocat avec un petit sourire détendu. Elle avait l'air d'une femme assistant à une réunion administrative mineure. Elle avait l'air d'une femme qui avait déjà gagné. L'huissier a appelé la salle à l'ordre. La juge, une femme aux cheveux argentés et sans patience pour le temps perdu, a pris son siège. Quand la juge a appelé l'affaire, Monsieur Vance s'est levé. Il n'a pas élevé la voix. Il n'a pas fait de déclaration d'ouverture dramatique. Il a simplement ouvert son lourd classeur en cuir et a commencé à déposer la vérité dans le dossier public. Il a présenté les faux documents bancaires. Il a présenté les relevés assignés à comparaître de la banque réelle, confirmant que les numéros de routage sur le dossier de Nathalie ne correspondaient pas au format réel de l'institution. Il a présenté les changements du système interne montrant l'adresse IP exacte et l'horodatage où mon accès administratif avait été dégradé 2 semaines avant que la fraude présumée n'ait lieu. Il a soumis la déclaration sous serment de l'ancien comptable. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, j'ai vu un petit changement sur le visage de Nathalie. Ce n'était qu'un scintillement, un resserrement microscopique de sa mâchoire. Ses yeux se sont dirigés vers son avocat, puis sont revenus vers la juge. Mais elle s'est rapidement reprise, lissant son expression pour retrouver ce masque de supériorité calme. Puis ce fut son tour. L'avocat de Nathalie l'a appelée à parler. Elle s'est levée. Elle a regardé la juge et puis, incroyablement, elle m'a regardé directement. Sa voix était stable, enrobée de cette empathie manufacturée écœurante qu'elle avait perfectionnée pendant 30 ans. Votre honneur, a dit doucement Nathalie, Alyssa est instable. Toute cette procédure n'est rien de plus qu'une tentative désespérée de nuire à cette famille et à cette entreprise par colère personnelle. Elle a été surprise en train de mal gérer des fonds et au lieu de prendre ses responsabilités, elle se déchaîne. Je me sens terriblement mal pour elle. Vraiment. Mais ces allégations sont complètement fabriquées. Elle mentait avec la facilité absolue de quelqu'un qui respirait le mensonge. Comme si j'étais le problème, comme si j'étais une tragédie qu'elle devait endurer. Mon père ne parlait pas. Il restait assis là, à regarder ses mains, déchirées entre les calculs froids et durs que Monsieur Vance venait de présenter et l'enfant prodige qu'il avait déjà choisi de croire. Monsieur Vance s'est levé à nouveau. Il a ajusté ses lunettes. Votre honneur, a-t-il dit doucement, nous demandons à soumettre une dernière pièce à conviction pour cette partie de l'audience,
un fichier enregistré récupéré des journaux du serveur VIP interne de l'entreprise, daté de 3 jours avant que ma cliente ne soit suspendue. Le sourire de Nathalie s'est légèrement estompé. Elle a regardé son avocat, qui avait l'air confus. Monsieur Vance a appuyé sur lecture sur son ordinateur portable. Un petit haut-parleur sur le bureau a amplifié le son dans la salle d'audience silencieuse et morte. Il y a eu un bref crépitement de statique. Et puis la voix de Nathalie a rempli la pièce. Ce n'était pas la voix douce et empathique qu'elle venait d'utiliser. Elle était claire. Elle était calme. Elle était glaciale. Je me fiche de ce que ça coûte. Elle doit être complètement retirée. Si elle reste dans le système, elle ruinera tout. Contourne juste l'autorisation secondaire et lance-le. Je m'occuperai de papa. Le silence qui a frappé la pièce a été instantané et absolu. C'était le son d'un plafond sous vide. La tête de mon père s'est lentement tournée vers Nathalie. Pour la première fois depuis le début de cette histoire, il n'avait pas l'air en colère. Il n'avait pas l'air déçu de moi. Il avait l'air profondément, fondamentalement incertain de toute sa réalité. Le visage de Nathalie a complètement changé. Le blazer beige ressemblait soudain à un costume. La couleur a quitté ses joues. Elle s'est penchée vers le microphone, sa voix s'échappant dans une précipitation paniquée et haletante. C'est monté, a-t-elle murmuré. Mais sa voix n'avait plus de force. Ce n'était pas la voix de la femme qui arrivait dans les pièces. Elle était plus forte. Elle était forcée. Pour la toute première fois de ma vie, je regardais ma sœur parfaite et intouchable perdre le contrôle. La juge a fixé Nathalie pendant un long et lourd moment. Puis elle a pris son marteau. Nous prendrons une pause de 15 minutes pour examiner ces journaux, a déclaré la juge, sa voix tranchante. Le marteau a claqué contre le bois. Je me suis rassise sur ma chaise. La salle d'audience bourdonnait de chuchotements, mais dans ma tête, tout était complètement immobile. Je savais que le mensonge n'était plus protégé. Il était exposé. Mais la plus grande révélation de la journée n'avait même pas encore eu lieu. Laissez-moi vous dire ce qui se passe pendant une pause de 15 minutes dans une salle d'audience. Les gens qui regardent des séries judiciaires à la télévision pensent qu'une pause n'est qu'une pause. Ce n'est pas une pause. C'est une chambre d'incubation. Quand un mensonge vient d'être exposé, ces 15 minutes semblent durer 15 heures. L'air dans le couloir à l'extérieur de la salle d'audience devient incroyablement épais. Vous regardez les gens qui ont passé toute leur vie à vous sous-estimer réaliser soudainement que ce sont eux qui ont mal calculé. Je me suis assise sur un banc en bois à l'extérieur des doubles portes. Monsieur Vance s'est assis à côté de moi, révisant ses notes, entièrement imperturbable. Au bout du couloir, mon père se tenait près d'une fontaine. Il ne buvait pas. Il fixait le sol en marbre, les mains enfoncées profondément dans ses poches. Il avait l'air d'un homme qui venait de réaliser que la maison dans laquelle il vivait depuis 30 ans était construite sur un gouffre. Nathalie était introuvable. Elle avait disparu dans un couloir latéral avec son avocat, sans doute, essayant de tisser une nouvelle toile à partir de l'enregistrement audio qui venait de la piéger. Mais on ne peut pas déformer une voix quand la voix est la vôtre et que l'intention est claire comme de l'eau de roche. Lorsque l'huissier nous a rappelés dans la salle, l'atmosphère avait complètement changé. La salle d'audience semblait plus lourde. Personne ne parlait plus avec désinvolture. Le faible bourdonnement des chuchotements avait disparu. Nathalie est retournée à la table du conseil adverse. Elle ne souriait plus maintenant. Le masque impeccable de l'enfant prodige, le blazer beige parfait et intact, la supériorité sans effort. Tout cela ne tenait qu'à un fil. Sa mâchoire était serrée. Elle a regardé la juge, refusant de regarder dans ma direction. Lorsque la session a repris, la juge a ajusté ses lunettes et a baissé les yeux sur son banc. L'enregistrement audio avait ébranlé toute la base de l'audience, mais un enregistrement seul n'est qu'une intention. Ce n'est pas l'architecture complète du crime. La juge a demandé des éclaircissements finaux. Monsieur Vance s'est relevé. Il n'avait pas l'air triomphant. Il avait l'air d'un comptable qui avait trouvé une erreur flagrante dans un registre et qui la corrigeait simplement pour mémoire. Il a ouvert son lourd classeur en cuir. Il a mis la main à l'intérieur et en a sorti un seul document épais et jauni. Il ne ressemblait pas à un relevé bancaire fraîchement imprimé. Il avait l'air vieux. Il avait l'air fondamental.
Il s'est avancé et a placé ce document final sur la table de la juge. Je soumets comme preuve le dossier d'héritage de ma cliente, a déclaré Monsieur Vance, le dossier de propriété originale de l'entreprise rédigé lors de la première constitution de la société à responsabilité limitée. J'ai observé le visage de Nathalie pour la première fois de la journée. Ses yeux se sont agrandis d'une horreur authentique et sans mélange. Elle s'était préparée pour les relevés bancaires. Elle avait probablement même envisagé les journaux informatiques. Mais ceci. C'était la seule chose que Nathalie ne s'attendait jamais à voir exister sous forme complète. Elle pensait l'avoir enterré. La juge a pris le document. Elle l'a lu lentement, tournant les pages avec un soin délibéré. Le silence dans la pièce s'est étiré, tendu et fragile, comme une corde de piano tendue à sa limite absolue. Puis la juge a levé les yeux. Elle n'a pas regardé mon père. Elle n'a pas regardé Nathalie. Elle m'a regardé directement. Mademoiselle Morgan, a dit la juge, sa voix plus douce qu'elle ne l'avait été de toute la matinée. Saviez-vous que vous aviez des droits d'actionnaire légaux dans cette entreprise? Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Droits d'actionnaire. J'avais passé toute ma vie d'adulte à travailler comme directrice adjointe. J'étais arrivé à 7 heures du matin dans le froid glacial. J'avais classé les rapports, géré les fournisseurs et accepté le maigre salaire d'une employée de niveau intermédiaire. J'avais baissé la tête et remercié mon père pour l'opportunité d'être simplement dans le bâtiment. J'avais pensé que j'étais juste une employée espérant gagner l'amour de mon père. J'ai secoué lentement la tête. La prise de conscience était un poids lourd et suffocant dans ma poitrine. Non, ai-je murmuré, le microphone captant le tremblement dans ma voix. On ne me l'a jamais dit. Si vous écoutez ceci en ce moment et que vous avez déjà découvert que les personnes qui vous ont élevé vous ont maintenu dans l'ignorance de votre propre valeur juste pour vous garder contrôlable, cliquez sur le bouton s'abonner, laissez un commentaire et dites-moi ce qu'ils vous ont caché. Vous n'êtes pas seul. Il y a toute une communauté d'entre nous qui ont finalement trouvé les papiers. La juge m'a fixé pendant un long moment, lisant la vérité absolue sur mon visage. Puis son expression s'est durcie. Elle a tourné son regard vers la table adverse. Elle s'est tournée vers mon père. Monsieur Morgan, a dit la juge, sa voix tranchante et sans compromis, vous avez signé des documents légaux supprimant son accès. Vous avez signé la mise à jour du registre familial. Avez-vous vérifié la structure de propriété avant de le faire? Mon père n'a pas répondu immédiatement. Il était assis, figé sur sa chaise. L'homme qui dirigeait une entreprise prospère, l'homme qui exigeait la perfection et des réponses immédiates de tous ceux qui travaillaient pour lui, était complètement paralysé. Ses mains, reposant sur le bois poli de la table, tremblaient légèrement maintenant. Je n'avais jamais vu les mains de mon père trembler. A-t-il commencé, sa voix se brisant. Il s'est éclairci la gorge et a réessayé, regardant ses mains tremblantes. J'ai fait confiance à mon autre fille, a-t-il dit doucement. J'ai fait confiance à mon autre fille. Cette phrase a semblé comme une fissure dans toute la pièce. Ce n'était pas une excuse. C'était un aveu d'échec absolu. Il avait échangé la fille qui tenait réellement les fondations de son entreprise contre la fille qui avait simplement l'air bien devant. Il avait signé l'abandon de mon identité, de mes moyens de subsistance et de mes droits légaux sans même vérifier les calculs. Entièrement parce que Nathalie avait souri et lui avait dit de le faire. C'est à ce moment-là que Nathalie a finalement craqué. La pression du silence, le poids des preuves indéniables, la vue de son père s'effondrant. C'était trop à supporter pour l'enfant prodige. Elle a soudainement pris la parole, repoussant sa chaise agressivement. Elle déforme tout, a crié Nathalie, sa voix résonnant violemment dans la salle d'audience silencieuse. Je n'ai rien fait d'illégal. C'est elle qui a mal géré les comptes. Elle est juste jalouse. Elle a toujours été jalouse. Mais sa voix n'était plus stable. Ce n'était pas le ton doux et charmant qu'elle utilisait pour manipuler les vendeurs et les membres du conseil d'administration. Elle était plus forte. Elle était forcée. C'était la panique frénétique et aiguë d'une femme regardant toute sa réalité fabriquée partir en fumée. La juge ne l'a pas toléré. Elle a levé la main, paume à plat. Assez, a ordonné la juge. Le mot a frappé la pièce comme un coup physique. La bouche de Nathalie s'est fermée. Elle s'est affaissée sur sa chaise, sa poitrine se soulevant, ses cheveux parfaitement coiffés semblant soudainement rigides et artificiels.
Puis mon avocat a joué la dernière pièce. Il n'a pas discuté avec Nathalie. Il n'a pas élevé la voix pour correspondre à la sienne. Les avocats spécialisés en fraude d'entreprise ne s'engagent pas dans des joutes verbales. Ils s'engagent dans des chronologies. Monsieur Vance a projeté un rapport chronologique sur l'écran à l'avant de la salle d'audience. Il montrait tout clairement. C'était un chef-d'œuvre de comptabilité judiciaire et de suivi informatique. Point, les dates et horodatages exacts montrant les changements dans mes droits d'accès avant même que l'accusation n'ait eu lieu. Point 2, l'empreinte numérique prouvant la création des faux documents bancaires sur l'ordinateur portable personnel de l'entreprise de Nathalie. Point 3, la manipulation interne des approbations de l'entreprise, démontrant comment Nathalie avait systématiquement contourné les autorisations secondaires pour siphonner des fonds. Point 4, les numéros de routage retraçant les mouvements financiers massifs liés directement à des comptes offshore enregistrés sous le nom de Nathalie. Il n'y avait plus d'émotion dans la pièce. Il n'y avait pas de larmes. Il n'y avait pas de drame familial. Il n'y avait que des faits. Des faits mathématiques durs et indiscutables. Ma sœur n'avait pas seulement essayé de me faire renvoyer parce que je détenais sans le savoir des droits d'actionnaire égaux, des droits qui m'auraient permis de contester son contrôle de l'entreprise lorsque mon père se serait finalement retiré. Elle avait exécuté un plan méticuleux et prémédité pour m'effacer légalement et financièrement de la lignée familiale. J'ai regardé l'écran. J'ai regardé la chronologie de ma propre destruction. Et puis j'ai regardé mon père. Il ne regardait pas l'écran. Il me regardait. Ses yeux étaient grands ouverts, remplis d'une prise de conscience horrible et écrasante. Il avait remis les clés de son empire à une voleuse, et il avait jeté la seule personne honnête de sa vie dans le froid. La juge a rassemblé les papiers sur son bureau. Elle les a tapotés une fois contre le bois. Le son a signalé la fin de la ligne. La vérité était sortie, et il n'y avait absolument plus aucun endroit où le mensonge pouvait se cacher. Laissez-moi vous dire comment un enfant prodige se brise. Ce n'est pas une chose gracieuse. Quand une personne a passé toute sa vie sur un piédestal construit par les mains des autres, elle ne sait pas comment atterrir lorsque le piédestal est finalement retiré. La juge n'a pas offert de sympathie. Elle a offert des décisions, les faux documents, la fraude électronique, la manipulation intentionnelle des droits des actionnaires. Tout a été transmis au bureau du procureur de district pour un examen pénal immédiat. Les actifs de Nathalie ont été gelés. Son accès à l'entreprise a été résilié par une injonction du tribunal avant même que nous ne nous levions de nos chaises. Alors que l'huissier s'approchait de la table adverse pour l'escorter hors de la salle d'audience pour un traitement formel, Nathalie s'est tournée et m'a regardé. Le blazer beige était froissé. Ses cheveux parfaits étaient défaits. Elle avait l'air petite, terrifiée et entièrement ordinaire. Elle s'attendait à ce que je jubile. Elle s'attendait à ce que je souris comme elle m'avait souri dans cette salle de conférence en acajou il y a des mois. Je n'ai pas souri. Je ne me sentais pas victorieuse. Je n'ai pas gagné, ai-je dit doucement, ma voix portant à travers l'espace entre nous. J'ai juste cessé de disparaître. Elle a été sortie de la salle d'audience. Et juste comme ça, la version impeccable et intouchable de la vie sur laquelle elle avait bâti toute son identité a commencé à s'effondrer. Les lourdes portes en bois se sont refermées derrière elle, et le silence qui a suivi a été le son le plus pur que j'ai entendu en 28 ans. Après la fin de l'affaire, l'adrénaline a lentement quitté mon sang. J'ai rangé mes documents dans mon simple sac fourre-tout noir. J'ai remercié Monsieur Vance. Je suis sorti de la salle d'audience, j'ai descendu le couloir de marbre et j'ai poussé les lourdes portes en laiton menant à l'extérieur. L'air à l'extérieur du palais de justice était vif et piquant. Il avait le goût du pavé froid et du début de l'hiver. Le ciel était d'un bleu pâle et imperturbable. Mon père a essayé de me parler à nouveau. Il se tenait près du bas des marches en béton. Il avait l'air diminué. Le PDG puissant, l'homme strict qui mesurait l'affection en évaluation de performance, avait disparu. À sa place se trouvait juste un père vieillissant qui avait enfin réalisé le coup exact du mensonge qu'il avait choisi de croire. Nous nous sommes tenus à l'extérieur du palais de justice. Pendant un long moment, aucun de nous n'a dit quoi que ce soit. La circulation se déplaçait dans la rue derrière lui, la ville continuant comme si toute une famille ne venait pas d'être démantelée de façon permanente. Puis il a finalement parlé. « Je t'ai abandonné », a-t-il dit. Sa voix était basse, lourde. C'était le son d'un homme qui était arrivé à la fin d'un registre et avait découvert qu'il était entièrement endetté.
Je les regardais, mais je ne me sentais pas comme la même fille que j'étais. Je ne me sentais pas comme la directrice adjointe qui arrivait à 7 heures du matin juste pour mériter un signe d'approbation. Je ne me sentais pas comme la fille qui ravalait son intuition juste pour préserver sa paix. Je n'avais pas besoin de perfection, ai-je dit, en gardant ma voix stable. J'avais juste besoin d'être entendu. Il a baissé la tête. Il a regardé les marches en béton sous ses chaussures en cuir coûteuses. Je sais, a-t-il murmuré. Un silence a suivi. Je pouvais voir le regret dans ses yeux. Je pouvais voir l'appel désespéré et silencieux pour que nous puissions d'une manière ou d'une autre revenir à la table en acajou, au dîner du dimanche, à la façon dont les choses étaient avant que le mensonge ne nous déchire. Mais le regret ne reconstruit pas ce qui a été brisé. Les excuses ne sont que le son que fait une porte quand elle se débloque enfin. Elle ne répare pas comme par magie la maison qui a brûlé derrière elle. J'ai fait un pas en arrière. Je ne reviens pas à l'entreprise, ai-je dit. Il a levé les yeux rapidement, la panique traversant son visage. Alyssa. Je ne suis plus en colère, ai-je poursuivi, coupant son plaidoyer avant qu'il ne puisse se former. Mais je ne suis pas non plus la personne qui vivait là. J'ai vu le moment exact où il a compris. Il a compris qu'il n'avait pas seulement perdu son enfant prodige à cause d'une enquête criminelle, il avait perdu la fiable à cause de la vérité. Puis je me suis détourné. J'ai avancé seul. J'ai descendu la rue, mes chaussures plates claquant rythmiquement contre le trottoir. Je n'ai pas regardé par-dessus mon épaule. Certains silences doivent être entendus et certaines distances doivent être maintenues. Je n'étais pas effacé. Je n'étais pas oublié. Je n'étais plus invisible. Si vous écoutez ceci et que vous avez déjà été la personne que votre famille a essayé de rayer discrètement du scénario, je veux que vous vous souveniez de ceci. Quand les personnes toxiques vous effacent, elles pensent qu'elles vous punissent. Elles pensent qu'elles vous enlèvent votre seule source de lumière. Elles ne réalisent pas qu'elles vous tendent en fait l'allumette. Vous ne devez pas au monde des excuses pour avoir survécu aux personnes qui étaient censées vous protéger. La dignité n'est pas une joute verbale. La dignité est un classeur. C'est le rassemblement calme et méthodique des faits. C'est le courage de s'asseoir dans le noir jusqu'à ce que vous ayez assez de preuves pour allumer toutes les lumières en même temps, car la vérité est simple. Ils ont essayé de me retirer de leur monde, mais ce faisant, ils m'ont seulement appris à exister sans eux. Et cette fois, je ne disparaîtrai plus jamais. Si cette histoire vous a touché là où vous êtes, si elle vous a rappelé une vérité que vous avez gardée silencieusement dans votre propre vie, laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi comment votre famille vous a appelé et dites-moi comment vous leur avez finalement prouvé qu'ils avaient tort. Je les lirai tous. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et rejoignez cette communauté de personnes qui refusent de rester à l'arrière-plan. Merci de vous être assis avec moi ce soir. Vous m'avez donné votre temps, et ce n'est pas rien. Je vais mettre la bouilloire en marche. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.